La vie de Rox d'Itchebek, le plus grand pirate de sa génération, se dévoile entièrement dans ce chapitre. Sa rencontre avec Imu sur Marie-Joise, son clash avec Harald, la création de son équipage ou sa puissance délirante. Absolument chaque case de ce chapitre mérite une attention particulière et une analyse détaillée. Les bros, bienvenue dans l'une des plus grosses et complètes reviews de la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce qui va suivre, car c'est encore un de ces chapitres qui va changer votre vision de One Piece. D'ailleurs, dites-moi en commentaire en quelle année vous avez commencé cette œuvre, je suis vraiment curieux de le savoir. On a beaucoup de taf, alors je vous retiens pas plus longtemps, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car presque 40% d'entre vous ne le sont toujours pas. Allez, c'est parti, débutons l'analyse de ce monstre. Le chapitre commence là où il s'est arrêté la semaine dernière, la rencontre entre Loki et Itchebek sur Elbaf. Et là, avant d'analyser, on va surtout résumer tout ce qui a pu se passer. Alors que Loki s'étonne de la présence, mais surtout de l'existence d'êtres si petits que les humains, il attaque Rox qui dégaine son épée à son tour et envoie valser notre jeune Loki dans les airs. Pour cause, le narrateur qui va nous suivre tout le long de ce chapitre, expliquant le parcours de Itchebek, nous explique aussi que les attaques de Rox sont connues pour projeter les objets environnants dans les airs, tel l'impact d'un coup de canon ou d'un énorme marteau. Ça annonce la couleur, et cette couleur on la voit pas longtemps après, car le flashback de la rêverie commence tout juste après. Oui, on a le flashback d'un personnage dans le flashback d'un autre personnage. Je vous présente Eiichiro Oda, messieurs dames, vous pouvez applaudir. Mais on va pas se plaindre non plus, car on mange très bien. Nous découvrons qu'il y a 56 ans, un homme vêtu de noir aurait kidnappé 5 rois de la rêverie. Cet homme, c'est Itchebek, et il est actuellement assis aux côtés d'Imu dans la salle des fleurs, pistolet en main, avec la servante d'Imu pas très loin, ressemblant d'ailleurs étrangement à Gunko. Itchebek et Imu ne partagent pas beaucoup de mots. Le narrateur, lui, par contre, nous révèle que pour la première fois, quelqu'un a réussi à accéder à la zone la plus profonde de Marie-Joise, la salle des fleurs. Cet homme, grand admirateur de David Jones, ne pouvait rien faire, mais en partant, a laissé quelques mots au roi du monde. Un jour, je reviendrai ici même. Ouf, il fait chaud, hein, mais attendez, c'est pas fini. Alors qu'il tentait de s'échapper de Marie-Joise, Rox rencontre Harald et tous deux s'affrontent dans un clash de haki des rois exceptionnel, comme rarement vu, si ce n'est avec Roger et Barbe Blanche, ou Luffy et Kaido, ou même encore Kaido et Big Mom. Encore une fois, le narrateur explique que le choc de cette confrontation a anéanti tout ce qui se trouvait dans un diamètre de 5 km. Pendant leur clash, Harald et Rox se présentent respectivement et finissent par repartir en fuyant ensemble. Quasiment déjà des bros, hein, alors qu'ils viennent de se rencontrer. Pour preuve, Rox dit à Harald qu'ils devraient tous les deux se rencontrer à nouveau s'ils venaient à survivre, sentiment non partagé par Harald qui prendra la décision de sauter dans le vide du haut des 10 km de Red Line, ne faisant que cultiver une espèce d'admiration que Itchebek avait pour lui. Pour finir, nous découvrons alors grâce au narrateur que l'amiral attaqué par Rox est mort de ses blessures, que le gouvernement a mis une grosse prime sur sa tête, mais que son montant reste encore inconnu et que pour s'enfuir, Itchebek a intercepté des tribus célestes dédiées au Tenryubito, a détruit une porte de la justice et a finalement utilisé tout ce qu'il venait de voler pour lancer sa carrière de pirate. Ciblant les autres capitaines pirates, il a formé son groupe en gagnant de nouveaux membres grâce au Davy Back Fight, mais son équipage devra attendre encore quelques années avant d'être officialisé sur la ruche. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du flashback d'Harald, fin du chapitre 1152 du coup, je vous disais que, vu la folie de ce personnage, on le verra peut-être rejoindre les Rox et Itchebek, ça collerait bien à son caractère. Jamais de la vie j'aurais cru être à la fois si proche et si éloigné du but, hein, à la fois. Mais j'aurais encore moins imaginé qu'autant de choses sur Itchebek soient dévoilées. Waouh, tant mieux, hein. C'est clairement pas moi qui vais m'en plaindre. Là, il y a 8 milliards de trucs à analyser dans ce chapitre, mais on va bien structurer tout ça. Voici les parties de cette review. Premièrement, on va analyser la puissance délirante de Itchebek, mais aussi de Harald par la même occasion. Deuxièmement, on va quand même parler de David Jones, parce que le sujet est trop passionnant, hein. Si Itchebek en a un admirateur, c'est peut-être pas pour rien. Troisièmement, nous allons analyser l'équipage des Rox dans son intégralité. Et finalement, quatrièmement, nous allons nous pencher sur la rencontre entre Imu et Itchebek, et plus globalement, ce que Rox désirait vraiment, son plan final, ses origines, et même son futur. Mais bro, j'espère que vous allez kiffer cette review, car une fois de plus elle s'annonce exceptionnelle. Alors si vous voulez vraiment me soutenir gratuitement et facilement, il n'y a rien de plus efficace que de laisser un like. Objectif 15 000 ou rien. Non, j'abuse peut-être un peu, mais si vous voulez tenter, allez-y avec grand plaisir. Allez, merci infiniment pour votre soutien et commençons. Alors, sans surprise, Itchebek est un véritable monstre. Après toutes ces années à spéculer autour de sa force, à se demander si Oda maxait pas un petit peu trop, hein, en disant que c'était le plus grand rival de Roger ou même qu'il a fallu une alliance avec Garp pour le vaincre, eh bien non, Itchebek nous prouve aujourd'hui qu'il n'a pas du tout volé sa réputation. Ce qui est mis à l'honneur dans ce chapitre, ce sont ses compétences au sabre. Itchebek est un épéiste de malade et a une force dépassant l'entendement. Mais surtout, il a un style bien à lui, des attaques à l'épée impactant tel un marteau quoi. Donc c'est une utilisation rarement, voire même jamais vue dans One Piece, en tout cas pas au point où ce soit littéralement expliqué par le narrateur. Il y a bien Ryuma avec l'ombre de Brook qui semblait transpercer la roche comme un canon, mais rien de comparable à ce qu'on a là en fait. Alors d'où ça vient et y a-t-il une explication particulière?
Directement, je pense à une utilisation particulière de son haki de l'armement. Oui, simplement car c'est un effet typique qu'on retrouve dans ce pouvoir, je pense au fameux Ryuo de Wano Kuni qui permet de projeter son haki pour toucher une cible sans contact direct. Bon alors lui, Chebek, il a le combo haki de l'armement de fou et haki des rois de fou, mais en tout cas ça a l'air d'être sa particularité. N'oublions pas également qu'il est dans le top de Kaido et que tous sont des utilisateurs experts dans le haki des rois revêtis. D'ailleurs, l'attaque de Chebek contre Loki m'a encore plus fait rappeler Roger, il a la même position que ce dernier quand il allait affronter Barbe Blanche au chapitre 966, mais surtout, Roger aussi a utilisé une attaque pour repousser quelqu'un. Effectivement, toujours au chapitre 966, il nous dévoile pour la première fois son Kamuzari contre Oden qui le prend plein fouet, et devinez quoi, aucune trace de coupure, rien du tout. Par contre, Oden a volé sur des dizaines, voire même des centaines de mètres. Pourtant, le Kamuzari de Shanks, lui, a bien coupé tout ce qu'il y avait sur son passage, comme nous l'avons vu face à Kid. Donc, est-ce que Roger a utilisé une attaque inspirée par Chebek, étant donné que les deux se sont déjà confrontés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois sur God Valley? En tout cas, il doit très probablement savoir tout trancher avec son épée, car au dernier chapitre, le capitaine des Rocks a découpé une montagne en deux. Les coups de marteau qu'il met seraient cependant encore plus puissants que le tranchant de sa lame. Et justement, parfaite transition, parlons de sa lame. Alors, à voir comme ça, elle a l'air de tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Elle ressemble beaucoup à celle de Shanks et Roger, justement. C'est un sabre, voilà. Mais justement, quand on sait que le bateau de son fils se nomme le sabre de Chebek, est-ce que finalement on pourrait pas se dire que cette arme était spéciale, hein? En gros, on sait pas tout encore des secrets des épées dans One Piece. Je pense particulièrement à Shamrock qui nous a dévoilé un sabre exceptionnel capable de se transformer en cerbère. Moi, j'ai eu tendance à assimiler ça directement à un pouvoir conféré par Emu, puisque le cerbère est une créature mythique au même niveau que les yokai du Gorosei, et donc qui mue en tant que diable puisse donner naissance à des monstres pareils. Mais il reste totalement possible et probable que le sabre de Chebek cache lui aussi un pouvoir spécial, une particularité, qu'elle soit monstrueuse comme le cerbère, ou alors qu'elle soit liée au haki de son utilisateur, tel le Enma de Zoro. En tout cas, si le haki reste la théorie la plus logique expliquant les attaques de Chebek, son sabre doit forcément avoir un secret pour que, comme je le disais, le bateau de son fils en porte son nom. Mais si Chebek est un monstre, son opposant aussi, et ça, il faut en parler. Harald est terrifiant face à lui. Voilà, on savait depuis le chapitre 1137 qu'il était considéré comme un excellent guerrier, mais au point de rivaliser avec Chebek, j'avoue que je pensais pas. Waouh, en tout cas, il fait clairement honneur aux géants. Hein, lui, mais aussi Loki, le sang des géants antiques, c'est quelque chose. Je suis sûr que ne se serait pas fait one-shot par un Luffy en Gear Sigand. Pas vrai, Erudine? Ouais, bref. Bon, alors ce clash entre les deux personnages a mené à plusieurs choses. Déjà, il rappelait beaucoup les clashs Oden Barbe Blanche et Roger Barbe Blanche. Roger Barbe Blanche, car l'onde de choc est vraiment similaire à la leur, mais aussi à Oden contre Newgate sur Wano parce qu'ils s'attaquaient sans réelle animosité, j'ai l'impression. Au contraire, le parallèle va aller encore plus loin. Oden demande à Barbe Blanche de le laisser monter sur son navire, tandis que Chebek, lui, ne va cesser de demander à Harald de rejoindre son équipage après avoir découvert tout l'étendue de sa puissance. Alors justement, concernant ce désir de recruter Harald exprimé par Chebek, il m'a fait bien rire, car comme je le disais plus tôt, c'est en partie ce que j'imaginais quand son flashback a commencé. Mais surtout, je trouve que ça ne fait que confirmer la théorie que je vous exposais dans la dernière review. Loki, fils d'Harald, a de grandes chances de rejoindre Teach, fils de Chebek. Même s'il reste trop profondément gentil pour un personnage comme lui et que Luffy l'a de toute façon invité à rejoindre les Mugi, il est totalement possible, imaginable, que durant un temps, Loki rejoigne Teach avant de se rallier au protagoniste. La preuve qu'Oda kiffe toujours autant les effets parallèles et miroirs, Teach a recruté sans le vouloir et sans le savoir le très probable fils de Wangzi, Ochoku, l'un des premiers pirates ayant suivi son père. Vous allez me faire croire que ni Loki, qui pourrait enfin suivre quelqu'un voulant dominer le monde comme lui tout en étant le fils de son modèle, ni Teach, qui pourrait recruter le fils du digne héritier d'Harald, la cible de Chebek, ne se rencontreront tous les deux là? Il n'y aura pas d'interaction, sachant que les capitaines de Teach se nomment les 10 capitaines titanesques, les titans étant une référence directe aux 12 titans grecs, des divinités enfants, des dieux à la force exceptionnelle, et que littéralement un titan représente un être géant, immense, énorme. Teach passerait non plus de 10 capitaines titanesques, mais bien à 12 avec Caribou qui vient de le rejoindre, mais aussi Loki dans le futur, tout s'emboîte à la perfection. Pour parler un peu de Loki, car après on aura d'autres sujets plus importants à analyser, je me suis dit qu'il s'est mis à vouloir utiliser un marteau, suite au style de combat de Chebek peut-être. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est passé d'un canabo à un marteau tout d'un coup? Ça pourrait être un beau clin d'œil, même si Ragnir est une arme exceptionnelle et qui semble capable de générer des éclairs et tout. Preuve supplémentaire d'ailleurs que les armes cachent bien des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas du tout, et que le sabre de Chebek aussi pourrait être à l'origine des coups assourdissants que ce dernier inflige. Voilà, donc je comprends davantage pourquoi le gouvernement mondial a peur de Loki. Vu la patate que dégageait son père, ils
ils ont vraiment été chanceux qu'ils ne rejoignent jamais Chebec parce que, à tous les deux, ils auraient très sûrement atteint leur objectif de domination mondiale. Loki deviendrait sûrement encore plus puissant que son père s'il ne l'est pas déjà, alors qu'en âge humain, il n'a seulement qu'une petite vingtaine d'années. Il mérite plus que jamais ses 2 milliards et 600 millions de berries, c'est même un peu trop bas à mon goût pour l'héritier d'un tel guerrier. Oh là là, mais attendez, encore une parfaite transition, je suis trop chaud aujourd'hui parce que là, on va parler brièvement de la prime de Chebec. Oui, elle est révélée, mais pas son montant. Super. Alors honnêtement, j'aimerais bien comprendre l'intérêt de tenir le mystère. Est-ce que ça va faire comme Oden, où on le voit avoir une prime sans jamais en connaître le montant? Ça va, Oda, t'as pas l'impression de tous nous frustrer là? Non? Ok. Parce que du coup, tu vas faire quoi là? Nous les dévoiler dans un SBS? Non, mais attendez, j'arrête parce qu'il en serait vraiment capable en plus. Bref, au pire des cas, c'est pas très grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, enfin pas pour l'instant. Là, le plus important, c'est que la photo de la prime de Chebec est très spéciale. Soit vous avez tout de suite capté, soit vous avez besoin d'un petit coup de main, mais elle est terriblement similaire à celle que Baggy possède aujourd'hui. La main droite au premier plan, la langue pendue, l'air complètement dingue, c'est quand même la même composition, quoi. Et en fait, ce serait pas si grave si on n'émettait pas déjà de gros doutes sur le fait que Baggy puisse être l'un des enfants de Chebec. Son design est fait penser, l'idée de la Cross Guild avec des capitaines pirates individuels qui ne le suivent pas vraiment, mais plutôt qui l'utilisent, fait aussi penser aux Rocks et de comment ils sont présentés aujourd'hui. Et puis, finalement, il y a un monde où les mèches claires de Chebec sont de vrais cheveux bleus, la preuve étant que dans le manga, ses cheveux sont représentés par une teinte blanche. Et puis son regard aussi, il y a ce truc qui fait tilter. Chebec, on dirait la parfaite moitié de Baggy et de Teach à la fois, qui partagent d'ailleurs tous les trois les mêmes cils dessinés sur le bas. Donc oui, effectivement, cette image de prime rajoute une cohérence supplémentaire à cette théorie qui date de l'époque de la révélation de Rocks et de God Valley d'ailleurs. De toute façon, Chebec était soit le père de Shanks, soit le père de Baggy, soit celui de Teach. Voilà, puisque tous les trois ont à peu près le même âge, en naissant aux alentours de la présumée mort de Chebec. Moi, quoi qu'il en soit, ça me va. Depuis les années que je dis que Baggy serait indie, j'aimerais bien voir cette théorie se confirmer, puis les trois personnages sont un véritable coup de cœur que j'ai, donc Don Oda, vas-y, officialise l'info que Baggy et Rocks dit Baggy, t'inquiète, personne va te toucher, on est tous ok avec ça. Et quand même, avant de vraiment passer à la suite, pour le coup, petite déception de pas en savoir plus sur Amiral qui a été tué par Chebec. J'aurais vraiment cru qu'on le voit ou qu'on voit la scène, quelque chose comme ça, mais non, on ne voit rien. Mais en tout cas, en juger les blessures de Rocks, en arrivant face à Harald, il semble que le Marine s'est plutôt bien défendu malgré tout. Mais ouais, c'est dommage de pas avoir davantage pu se pencher dessus, j'aurais bien voulu en apprendre plus, tant pis. Peut-être dans un SBS encore une fois. Ok, alors avant de passer à la suite, parlons d'une chose particulièrement intrigante. Un cheveu vient de se rajouter sur la soupe. Venu de nulle part, la mention de Davy Jones par le narrateur. Alors là, tu m'aurais dit ça la semaine dernière, je t'aurais pas cru. Mais si, le narrateur dit que Chebec est un admirateur de ce pirate. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas vraiment, mais Davy Jones, c'est un vrai mythe de One Piece. Attention, c'est un mythe pour nous, puisque sa légende existe dans notre monde, mais aussi pour les personnages de l'univers de One Piece. Donc pour faire simple et pour paraphraser Robin, Davy Jones est un pirate ayant existé il y a très longtemps, qui a été frappé par une malédiction, vivant depuis au fond de la mer. Quand un bateau sombre dans les océans, on dit qu'il récupère tous les trésors qu'il contient. En son honneur, les pirates ont créé le Davy Backfight, un jeu dans lequel chaque capitaine met son équipage à l'épreuve, comme vous avez pu le voir entre Luffy et Foxy pendant l'arc du même nom. Voilà, donc ça, ce sont les infos qu'on a dans le manga. Dans les SBS, Oda en parle un peu plus en disant que Davy Jones est bien un mythe existant dans notre monde. Il dit également que Davy Jones était un capitaine cupide et menteur qui voulait récupérer tous les trésors des autres et qu'il était tant cruel qu'un jour le diable en personne le maudit, le condamnant à vivre au fond de la mer. Du coup, le terme du casier de Davy Jones est une référence au coffre dans lequel ce pirate cache encore jalousement ses trésors dans les abysses froides malgré le fait qu'il n'ait plus d'équipage. Mettre quelqu'un dans le casier de Davy Jones revient donc à le couler au fond de la mer. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément facile de tout biter comme ça, mais comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vraiment juste une espèce de tradition, un mythe, une légende pour tous les pirates de One Piece. Sauf que non, pas tout à fait, ça doit pas être un fake du tout. Et vous allez voir avec la théorie qui va suivre que Davy Jones et tout ça là, ça aura une vraie importance pour la suite. Pour commencer à trouver le secret de Davy Jones et son lien avec Imu et Chebec, il faut essayer de tout décrypter comme il faut et on va commencer avec la ruche. Cette île est très particulière car elle n'est pas liée à un peuple ou à un personnage en particulier, mais davantage aux pirates eux-mêmes. Symboliquement, ça en fait d'elle l'une des îles les plus importantes de One Piece en tant que paradis de la piraterie, mais aussi et possiblement le berceau de la piraterie. Je dis peut-être une connerie comme ça, mais
on sait que Joy Boy est le premier pirate revendiqué de l'histoire. Eh bien, allez savoir s'il venait pas de la ruche, ou même si c'est pas lui qui l'a créé en tant que territoire. Bref, la ruche est importante dans cette review pour plusieurs raisons. Déjà, elle a toujours été liée à Chebec, c'est son territoire, et dans ce chapitre, nous apprenons d'ailleurs qu'il a pris cette île sous son contrôle et plusieurs choses la concernant, mais aussi au chapitre 306, à l'introduction du Devik Backfight, nous apprenons que ce jeu serait né sur la légendaire île des pirates, qui se trouve justement être la ruche. Un jeu auquel Chebec s'est encore adonné, comme révélé dans ce chapitre, en recrutant davantage de membres et en agrandissant son équipage. Faut quand même se dire que dans un manga de pirates comme One Piece, on râle souvent sur l'absence de bataille navale, d'accostage, de tous ces trucs qui font que des pirates sont des pirates quoi. Eh ben, dites-vous que tout ce qui orbite autour du Devik Backfight et de la ruche sont absolument l'apothéose de la piraterie dans cette œuvre, et que Chebec, lui, dominait dans chacun de ces domaines. C'est le vrai pirate. Donc tout ça pour venir à la conclusion qu'à l'époque où existait Davy Jones il y a plusieurs centaines d'années sûrement, il devait régner sur la ruche également, raison pour laquelle ce jeu tire son origine d'ici, comme un hommage au précédent capitaine de cette île. Surtout que d'après la représentation de Davy Jones par Oda dans son SBS, ce pirate possédait un bandana, exactement comme le crâne de la ruche, comme un clin d'œil à ce pirate maudit par le diable. Donc si des pirates aussi ambitieux et puissants que Chebec ou Barbe Noire décident de s'emparer de cette île, c'est bien pour une raison. La ruche doit cacher un secret, le secret d'un trésor, le secret d'une révélation sur le monde, le secret sur quelqu'un ou quelque chose. Point important et supplémentaire dans les questions-réponses d'Oda datant de quelques mois en arrière sur lesquelles j'ai justement dédié une vidéo, la ruche détiendrait un poneglyphe important, d'après lui. Et si c'est le cas, alors ce poneglyphe faisant partie de l'ensemble du Rio Poneglyph, ce qui dévoile la véritable histoire mais aussi et surtout l'emplacement d'armes antiques, pourrait bel et bien être assez important depuis des siècles pour être considéré comme un véritable trésor menant à un pouvoir plus grand et expliquant l'importance de cette île pour les pirates. Bref, pour l'instant on n'a pas des masses d'informations sur ce lieu, mais une chose est certaine, les pirates s'en intéressent pour une très bonne raison. Une raison différente de la source d'or mentionnée plus loin, une raison qui peut d'ailleurs être liée à Davy Jones, et on va justement reparler de lui. Alors concernant Davy Jones, vous avez sûrement très bien capté un détail important qui résonne avec tous ces derniers chapitres, il a été maudit par un démon. Ce démon, c'est en particulier le diable qui l'a puni pour ses actes, à vivre dans les fonds marins pour toujours, en devant simplement se contenter des trésors des navires coulés. Et le diable qui balance des malédictions et tout comme ça, c'est justement Imu, révélé comme le diable sur Elbaf dans la peau de Gunko. Si vous commencez sans doute à capter que, finalement, cette légende de malédiction de Davy Jones n'est pas tant une légende que ça, mais une vraie histoire, et qu'elle concerne très probablement Imu, raison pour laquelle le narrateur laissait sous-entendre que Chebec a parlé de Davy Jones devant le roi du monde, alors vous allez encore plus péter votre crâne en réalisant que ce n'est pas la première fois qu'Oda nous raconte cette histoire. Non, il y a Vanderdecken premier du nom, l'ancêtre du Vanderdecken rencontré pendant le voyage vers l'île des hommes-poissons, qui a lui aussi subi un destin totalement similaire. Encore une fois, ça remonte à plusieurs centaines d'années, et on raconte que, un jour de tempête, un capitaine pirate pris de folie a jeté par-dessus bord tout son équipage dans la mer déchaînée jusqu'à injurier Dieu. Il fut condamné à errer en mer pour l'éternité après cet affront divin, seul reste son navire, le Hollandais volant, possédé aujourd'hui par son 9e descendant. Dernier point et non des moindres, Vanderdecken, d'après son descendant, est parti dans les fonds marins pour suivre la légende d'une sirène dotée de l'incroyable pouvoir de dompter les rois des mers. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça et où je veux en venir? Il y a un problème dans ce qu'Oda nous raconte, il nous cache quelque chose, mais à la fois il l'expose devant nos yeux et c'est là où on va rentrer dans la partie théorie. De ce moment-là. Une théorie un petit peu tentaculaire qui va explorer plusieurs voies pour malgré tout être reliée au même point. Et non, en parlant de tentacules, je n'irai pas dans la théorie que le Davy Jones de One Piece et celui de Pirates des Caraïbes soient liés par la même histoire. Les scénaristes du film l'ont créé de toutes pièces et j'espère qu'Oda n'ira pas jusqu'à copier-coller cette histoire. Bon, alors, du coup, j'ai le sentiment que Davy Jones et Vanderdecken sont la même personne. Les deux ont été maudits par un pouvoir divin ou démoniaque, à rester au fond des océans, tandis qu'ils s'en prenaient à leur équipage pour finir par devenir des légendes pour les générations futures incapables de discerner le vrai du faux, ou enfin presque. La légende de Decken est par exemple, d'après Papang, un peu surfaite, car bien qu'il ait existé, c'est une vérité, il a simplement dû mourir de vieillesse sur l'île des hommes poissons plutôt que d'être maudit à jamais. Ce qui expliquerait d'ailleurs très bien pourquoi son descendant est un homme poisson, il a dû refaire sa vie ici avec une sirène, et basta. D'un autre côté, tout comme le mythe de Davy Jones récupérant les trésors des navires, Vanderdecken 9 fait exactement la même chose dans les fonds marins avec l'aide de Wadatsumi et cherche à récupérer la cargaison des bateaux qui s'aventurent aussi profondément. Mais l'idée que ces deux pirates soient la même personne est intéressante précisément
notamment à cause de Vanderdecken, mais aussi de Quebec. Vous noterez que le Hollandais volant ressemble étrangement au bateau des Rocks, notamment avec cette proue en tête de mort et cette espèce de tissu qui y est accroché. C'est ensuite et surtout dans la quête de Vanderdecken que leur lien se révélerait davantage, puisqu'on a appris que ce dernier était parti vers l'île des hommes poissons pour découvrir le secret de la princesse Poséidon. Decken faisait alors partie des très rares personnages à connaître à la fois l'existence d'une arme antique, mais aussi son emplacement, son apparence et ses pouvoirs. Là pour le coup c'est encore différent de Crocodile avec Pluton, qui ne connaissait que son lien avec Alabasta. Lui, Decken, sait absolument tout ce qu'il faut savoir sur Poséidon. C'est en effet la raison pour laquelle Decken aurait pu attirer le courroux d'Imu et être banni par une entité quasi divine, car il s'approchait dangereusement d'une arme antique. Imu le savait et en tant que diable, la maudit comme elle sait si bien le faire. Pour Quebec, Vanderdecken sera alors plutôt connu sous le nom de David Jones et c'est la raison pour laquelle il serait fan de lui. Peut-être car il est lié à cette famille, peut-être car il en est un descendant, un héritier à la Mont-Blanc Criquet et Mont-Blanc Norland, mais en tout cas lui aussi, Rox dit Quebec, connaîtrait l'existence des armes antiques ou d'une seule en particulier, comme Poséidon, et serait à sa recherche. Maintenant, rappelez-vous de la deuxième apparition d'Imu au chapitre 908. En plus de découvrir pour la première fois la servante qui se révèle aujourd'hui être Gunko apparemment, elle a découpé 3 photos dans la salle fleurie. Une de Barbe Noire, une de Luffy et a transpercé celle de Shirahoshi. Si on suit la théorie que Quebec est intimement lié au mythe David Jones, Vanderdecken et donc de Poséidon, eh bien les 3 personnages de Imu qu'elle a présenté, qu'elle a découpé sont liés à cette arme antique. Shirahoshi, eh bien elle est Poséidon, évidemment. Luffy, il est l'élu, censé la guider et son allié, tandis que Barbe Noire, eh bien, il serait le descendant de Quebec qui aurait aussi été à la recherche de Poséidon pour s'en emparer. Surtout que, comble de l'ironie, Barbe Noire, en plus de connaître l'emplacement de Pluton grâce à Caribou, connaîtra également celle de la princesse Sirène, puisque Caribou sait tout de Poséidon, de son pouvoir et de son identité. Caribou qui, je vous rappelle, semble être le fils de Wangzi, un membre de l'équipage de Quebec. Donc, si Teach a été capable de kidnapper Pudding sur le territoire d'un Yonko, je vous laisse imaginer qu'il n'hésitera pas à kidnapper Shirahoshi, qui n'a finalement aucune vraie garde, pas de Jinbei, pas de Luffy, pas de Garp, absolument rien. Cette théorie se met un peu en barrage à ma théorie sur Pluton, mais n'empêche absolument pas Teach de chercher à s'emparer des 2 armes antiques dont il connaît l'emplacement. Voilà donc ce que je pense grossièrement de cette mention de David Jones dans ce chapitre. Bien sûr, tout est peut-être qu'une extrapolation, et rien de tout cela n'est réel, mais c'est aussi pour ça que vous regardez mes vidéos, n'est-ce pas? En tout cas, nous pouvons totalement imaginer que David Jones et ou Decken étaient une connaissance d'Imu, peut-être un ancien allié ou un ancien ennemi qui aura subi d'une façon ou d'une autre le courroux du diable, qui se prend pour un dieu. C'est bon. On passe à la suite de cette review, on passe à la partie de l'équipage de Quebec. Ils sont tous introduits lors de la nouvelle rencontre entre Harald et Quebec, 4 années après la rêverie qui a tourné à la catastrophe. Donc je vous le redis au cas où vous galérez, mais Rox apparaît dans 2 chronologies dans ce flashback, donc il y a 56 ans, quand Harald voulait négocier avec le gouvernement à la rêverie et que Quebec a tué l'amiral, et il y a 52 ans, quand Quebec a débarqué sur Elbaf, rencontrant Loki et tout ça. Là, nous sommes il y a 52 ans du coup, et cette nouvelle rencontre entre les 2 frères de galère n'a comme but pour Quebec que de recruter Harald, toujours ébahi par la puissance du roi d'Elbaf. Il est accompagné de 6 persos, 3 que l'on connaît déjà, mais surtout 3 belles révélations qui sont Don Marlon, le gangster de West Blue, Wangzi, le gourou des pirates, Ochoku du coup, et Ganzui, le contrebandier. Et là, vous vous en doutez, on a 2 ou 3 petites choses à dire sur ces personnages, en tout cas, putain les gars, ça aussi on l'a attendu. L'équipage de Quebec, lui aussi, se dévoile pour la première fois avec de nouvelles têtes jamais vues jusqu'à présent. Enfin presque, parce qu'on va commencer par le cas de Ganzui, justement. Le pirate contrebandier était un nom inconnu jusqu'à aujourd'hui, pourtant il a déjà été vu au chapitre 1096 quand les Rocks sont débarqués sur God Valley. Petite différence, il avait son casque et pas de lunettes, voilà. Et du coup, ce même pirate en armure dorée à la longue barbe était aussi l'un des généraux zombies de Gecko Moria introduit au chapitre 450 aux côtés de Captain John et de Jill Bastard, 2 autres membres des Rocks une fois de plus, introduits plus tard en arrivant sur God Valley. Donc là, comme ça, encore une fois, Oda nous confirme que dans cette page du chapitre 450, 3 membres des Rocks ont été teasés, voilà, rien que ça. Du coup, il en reste un dernier qui ne doit sûrement pas être là par hasard, et si le flashback de Quebec a le bonheur de continuer, on découvrira peut-être qu'il a lui aussi fait partie de l'équipage des Rocks lors de leur création sur la ruche. Autrement, concernant Ganzui, on n'a pas énormément de choses à dire, si ce n'est qu'il est bien plus gros que la normale, rivalisant en taille avec Barbe Blanche, peut-être qu'il s'agit là d'un boucanier, pourquoi pas. Son nom fait référence à un poisson, le Plotosus japonicus, rien à tirer de particulier de ce côté-là, si ce n'est que c'est le 2e membre des Rocks à être inspiré d'un poisson après Hache d'Argent, qui est lui-même un poisson abyssal. D'ailleurs, vous noterez que Hache d'Argent n'est pas introduit dans ce chapitre, probablement car Quebec ne l'avait pas encore recruté dans son équipage. Pour Ganzui, pour l'instant, rien à rajouter de plus, si ce n'est que nous voyons enfin et pour la première fois le visage de celui qui sera transformé 50 ans plus tard en zombie par Gecko Moria.
On passe à Marlon. Alors Marlon, c'est giga intéressant parce qu'on peut avoir un vrai recul sur ce perso. En effet, c'est un gangster de West Blue. Son look de mafieux rappellera inévitablement Capone Badge, venant aussi de West Blue, et pourrait donc avoir un lien avec ce perso. Petit rappel, mais à l'origine, 5 clans se partageaient le contrôle de la mer, sauf que le frérot Badge, qui en faisait partie lui aussi, il avait une réputation de véritable fou furieux, au point où il a supprimé tous les chefs de clan de West Blue, non pas pour récupérer leur territoire, mais juste pour voler leurs biens précieux. Après ça, il a quitté West Blue pour devenir pirate, car il était constamment menacé, par tous les ennemis qu'il s'était créé, normal, j'ai envie de dire. Et donc tout ça, ça fait plus de 42 ans, tout colle assez bien pour que Marlon et lui soient liés, peut-être même par le sang. Après, il faut pas mettre de côté Gotti et Vito de l'équipage de Badge, car justement tous les deux sont des mafieux de West Blue également, mais surtout Gotti a un petit air de ressemblance avec Marlon que n'a pas Badge, tandis que Vito serait inspiré de Vito Corleone dans le film Le Parrain. Et Vito Corleone est joué par l'acteur Marlon Brando, Marlon comme ce gangster de l'équipage de Chebec. Donc de l'un ou de l'autre, Marlon a très probablement un lien avec l'équipage de Badge. Voilà tout. Et pour avoir un avis un peu plus large sur lui, je trouve ça vraiment stylé que dans un équipage pirate aussi pur et brut que celui des Rocks, on puisse avoir toutes sortes de catégories de criminels dangereux. Contrebandiers, yakuza, mafieux, un gourou, même une voleuse. Ils sont tous dans le crime tout en formant un seul et même équipage et je trouve ça vraiment trop stylé. Du coup, j'imagine que si ça continue comme ça, on va peut-être voir un chasseur de primes, un assassin, un trafiquant d'objets de valeur, un mercenaire. Voilà, que des figures criminelles ralliées sous le même drapeau, le véritable équipage des enfers. Pour en revenir à Marlon et ses potentiels liens avec Capone et tout, j'adore ce genre de connexion, inattendu mais totalement justifié. À croire que Chebec avait dans son équipage les parents ou les personnages liés de grands noms de la piraterie actuelle qu'on n'a pas forcément fini de découvrir. Et justement, on passe au dernier, Ochoku. Ochoku est donc lui aussi introduit, c'est pas trop tôt depuis le temps qu'on en entend parler. Alors on n'en apprend pas forcément plus sur lui, tout comme les autres, il a qu'une seule ligne de dialogue et basta. Par contre, c'est son physique qui nous en dit beaucoup. Mes amis, nous avons très probablement affaire au père de Caribou et de Coribou. La frange, la langue, c'est copier-coller de Caribou mais avec un quadruple menton, soyons honnêtes. Autre détail intéressant, Ochoku est appelé le pirate gourou et je sais pas si ça a un lien ou non, mais Caribou a la particularité de croire en Dieu et va même jusqu'à implorer le pardon au Seigneur après avoir tué un marine. Même si les gourous peuvent vénérer ou être vénérés par divers aspects de la spiritualité, je me suis dit que ça pouvait avoir un lien potentiel avec son père. Mais pas seulement, moi, Ochoku, il m'a vraiment fait penser au roi Seki de Lulusia. Alors je pense pas qu'il y ait un vrai lien quand même, mais cet aspect de vampire, ça m'a sauté aux yeux direct. On pose ça là, sans grande conviction, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué aussi. Vous n'êtes pas fous, je le pense aussi. À moins qu'on soit tous fous, mais bon, bref. Restons sur Caribou surtout, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que s'ils sont liés, alors Teach va recruter dans son équipage le fils de celui qui était dans l'équipage de son propre père. Ochoku Chebec, Caribou Teach, parfait parallèle. Reste à savoir si désormais Ochoku avait lui aussi des infos cruciales sur le monde qu'il aurait communiqué à Chebec. Ça expliquerait pas mal pourquoi Caribou a tant d'estime pour Teach, que c'est son modèle, peut-être car son père lui aurait révélé sa véritable identité de fils de Rox. En fait. Car oui, comparé à une bonne partie de l'équipage des Rocks, Ochoku, lui, n'est pas mort, ou du moins on ne sait pas encore, mais jusqu'à l'ellipse, il était le chef de la ruche, vaincu par la suite par Teach. Donc grâce à Caribou et Teach, une autre révélation sur les Rocks pourrait être faite lorsqu'on les reverra tous les deux, étant donné qu'ils sont les fils des membres de cet équipage. J'aimerais conclure la partie sur l'équipage des Rocks par divers petits sujets, qui méritent vraiment d'être étudiés. Par exemple, je me dis que si Oda a créé autant de liens avec des persos du présent et du passé, comme des liens de sang ou d'affiliation, alors c'est qu'on pourrait peut-être justifier une grande partie des origines de pirates d'aujourd'hui. Crocodile par exemple, totalement dans le monde de la pègre, de la mafia à 46 ans, il est facilement imaginable que son père ou sa mère ait un lien avec les Rocks qui se formaient précisément à ce moment-là. Pareil pour Mihawk et Hanafuda, le corsaire vaincu par Ace. Mihawk a 43 ans, donc il est né un an après la formation des Rocks, et Hanafuda, lui, est le père d'Ulti et Page One qui ont respectivement 22 et 20 ans. Ça colle très bien avec aussi l'époque des Rocks. Voilà, c'est dans le thème. Je cherche pas à faire des liens de partout et pour rien, mais juste à vous faire réaliser que ça serait finalement assez compréhensible, en partie pour Crocodile. Lui, il me perturbe vraiment. L'autre qui est en train de me rendre complètement barge, c'est Moria. Alors Moria était né depuis 2 ans quand les Rocks ont débarqué sur Elbaf. Donc il est totalement assez vieux pour prétendre pouvoir connaître cet équipage, dont Chebec. Et en fait, il faut qu'il soit lié à Chebec et aux Rocks. Il n'y a pas le choix, car c'est strictement impossible que ce type ait réussi à récupérer autant de cadavres de membres de Rocks sans les connaître. Voilà, impossible. Quel était son but? Pourquoi vouloir tous les récupérer? Cherchait-il à reformer les Rocks, autrefois le plus grand équipage pirate au monde? Est-ce que Moria était comme Loki un admirateur de Chebec? Et pourquoi Oda a-t-il mis en lien Teach
et ce Moria sur la ruche, territoire antique des Rox contrôlé par le fils de Chebek, si ce n'est pour sous-entendre que, eh ben, il y a un truc, je sais pas quoi, j'arrive pas à mettre de mots dessus, j'ai trop de questions, mais il y a forcément un bail entre Moria et les Rox. Et puis en plus, le pire dans tout ça, c'est que ça fait un nouveau parallèle entre Elbaf et Sridor Bark. Voilà, je vous en parlais récemment avec Imu en vous disant que, ouais, cette histoire de conférer des pouvoirs et pouvoir les retirer comme elle fait, c'est assez similaire à ce que faisait Moria avec son fruit du démon. Moria, lui, qui a introduit justement les géants antiques avec Oz, et que, justement, eh bien, on est en plein dans le sujet sur Elbaf. Bah là, c'est encore pire puisque les Rox se sont introduits et révélés sur Elbaf, ne faisant qu'appuyer ces parallèles entre eux. Voilà, donc en fait, je peux pas croire qu'avec ces relations tissées de partout, ces liens, cette influence mondiale aussi qu'avaient les Rox sur le monde il y a plus de 40 piges, bah, des éléments comme ça ne puissent être que du hasard. Donc, si vous avez la solution pour expliquer et justifier ce que comptait réellement faire Moria avec le corps des Rox et quel background il peut avoir avec Chebek, faites-le moi savoir en commentaire. Moi, je pense en tout cas qu'il ait pu être sauvé par lui et qu'il a admiré comme Loki l'a admiré enfant. Nous allons bientôt passer à la partie du plan final de Chebek où on va parler domination mondiale, origine du capitaine des Rox, mais aussi d'Imu, voilà, tout ça. Mais avant, bref pause sur la ruche. Chebek n'avait pas encore la ruche à cette époque, décrédibilisant donc totalement ma théorie de la semaine dernière comme quoi il en était le roi, raison pour laquelle il était invité à la rêverie. Ouais, non, j'ai fail, voilà, c'est tout. Donc ouais, non, il avait pas la ruche, mais il allait l'avoir. Nous apprenons de la bouche de l'équipage que la ruche était une sorte de prison à ciel ouvert, que les pires criminels ne pouvant être retenus dans une prison étaient bannis ici, juste bons à attendre la mort. Sauf que ça a créé quelque chose, les prisonniers se sont rassemblés car ils ont découvert l'existence d'un vrai trésor sous cette île. Sûrement aidés par la pègre, ils ont exploité la richesse de l'île, rendant dingue le gouvernement qui voulait gratter son billet, mais qui ne pouvait approcher de ces dangereux criminels. Le plan de Chebek était donc très simple, proposer au gouvernement de récupérer cette île pour la revendre, sauf qu'il comptait lui-même garder l'argent de la transaction et aussi garder le contrôle de la ruche qui deviendra un paradis pour pirates. Une pierre deux coups, l'argent du beurre et la crémière. Un plan bien rodé qu'il a exécuté à la perfection, seulement 4 ans plus tard. Décidément, niveau stratégie, ça charbonne dans cette famille. Voilà, cette partie est assez explicite et il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps, mais une petite erreur risque de s'être glissée concernant le trésor de l'île. Il faut que je vous l'explique car ça change pas mal de choses. En effet, et sauf si je passe à côté de quelque chose, Gansui ne dit pas qu'il y avait un véritable trésor sur l'île, sous-entendant qu'il s'agirait du même trésor mentionné par Garp au chapitre 1096. Non, en japonais, Gansui disait plutôt que sur cette île, il y avait un filon d'or. Les 3 kanji utilisés se lisent Kinko Myaku, comme l'indiquent les furigana. Décomposé, cela signifie donc littéralement veine de minerai d'or, ce que l'on peut traduire plus simplement par filon d'or. Voilà, c'est une précision importante car sans faire attention en se basant juste sur la trad VF, alors on pourrait penser que la ruche recelait un autre trésor que de l'or. Ce qui va d'ailleurs totalement dans la continuité des paroles de Sengoku au chapitre 957 qui disait que, eh bien, les Rox se sont réunis autour d'une promesse d'argent facile. Effectivement, Chebek ayant comme plan de récupérer la fortune de la ruche mais aussi du gouvernement, faisant au passage de lui et très probablement l'un des pirates les plus riches de toute l'histoire de One Piece. Donc voilà, c'est à peu près tout, j'ai pas mal analysé ce chapitre et tous ces petits détails. Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire, c'est l'heure de venir à l'essentiel, de revenir même à l'essentiel, Chebek et le gouvernement. Ce chapitre est marqué par son introduction forte et inattendue dans un lieu et face à une personne qu'on n'aurait jamais imaginée. Chebek est là, assis devant le roi du monde Imu, dans la salle des fleurs. Et plus que tout, il la défie droit dans les yeux. Il reviendra ici même. Je pense sans mentir ni maxer que c'est l'un des moments les plus badass qu'un personnage de One Piece ne nous ait jamais offert. Chebek menaçant Imu, chez elle, waouh. Du coup, on parle de quoi? Le fait que la servante d'Imu était en fait Gunko depuis le début, que depuis plus de 56 ans, elle doit être la personne à laquelle Imu fait le plus confiance, mais surtout que Brook, il y a tout juste 52 ans, a pris la mer en tant que pirate rumbar, puisque c'est à cette même époque qu'il rejoignait Grand Line avec tout l'équipage, et je doute qu'il aurait fallu plus d'1 an pour naviguer sur West Blue. Donc que s'est-il passé entre les 4 années séparant Gunko aux côtés d'Imu, transformé en chevalier divin, et Brook qui devient pirate? Voilà, il est totalement possible qu'il l'ait vu se faire kidnapper par des dragons célestes ou par d'autres chevaliers divin, et que l'un de ses rêves profonds est caché et était de prendre la mer pour la retrouver Gunko. En tout cas, sa présence ici et cette précision chronologique permet de peut-être mieux comprendre certaines choses. Ce qu'on peut comprendre pour sûr, c'est que Imu a dû tisser un lien spécial avec Gunko, la rendant réceptacle unique de son pouvoir et dans lequel elle peut s'incarner et prendre place comme elle l'a fait actuellement sur Elbaf. Peut-être que son œil est différent et celui à travers lequel Imu voit absolument tout, comme si c'était son propre œil à elle qu'elle lui a donné, signifiant alors qu'un deuxième personnage qui a son deuxième
quatrième œil existe quelque part et qu'elle peut également s'incarner en lui. Maintenant, concernant Imu, j'ai pas grand chose à dire car elle ne laisse rien transparaître de plus ou de moins que d'habitude, pas de révélation sur le sujet, mais par contre, et à nouveau, impossible pour moi de me dire que c'est vraiment un homme qui se cache sous cette silhouette. Les gestes, la position, tout est très fin, mais surtout très aérien. Voilà, généralement, les personnages masculins n'ont pas cette espèce de grâce, ce comportement. Donc encore une fois, ça peut être un brain de la part d'Oda, mais ce chapitre m'enfonce encore dans mon entêtement, je suis désolé. Allez, on va pouvoir enfin parler de Chebek après tout ce temps. En fait, toute cette partie va orbiter autour de 3 questions fondamentales. Que faisait-il ici? Comment a-t-il su? Et que sous-entendait-il? Du coup, commençons par le commencement. Que faisait-il ici? La présence de Chebek sur Marie-Joise ne semble pas être liée au fait qu'il soit lui-même un roi, comme je le pensais à l'origine. C'est un infiltré solitaire, ici de son propre chef. Le fait qu'il ait kidnappé 5 rois est la preuve qu'il voulait tirer quelque chose en échange. Pourtant, nous le voyons partir avec Harald sans ses victimes. Chebek aurait alors tenté de soudoyer Imu, expliquant pourquoi elle ne dit ne craindre aucune menace et que la vie des rois ne vaut rien. Ce chantage aurait alors pour origine de l'or, vu qu'il était à la recherche de fonds pour lancer sa carrière de pirate. Or, je doute que ce soit ça, parce que lui, il a juste eu simplement à aborder un navire transportant le tribut céleste pour accumuler une petite fortune. Ou alors, il y a la deuxième option, c'est un trésor, et pas n'importe lequel, celui de Marie-Joise. La sentence de Chebek à la fin de ce chapitre, sur le pouvoir éternel qui n'existe pas dans ce monde, m'a rappelé celle de Doflamingo au chapitre 906, qui disait tout juste avant la première apparition officielle d'Imu, justement, que le pouvoir avait tendance à pourrir vite. Et justement, Doflamingo disait ça tout en citant le trésor national de Marie-Joise, un trésor qui, je vous rappelle, aurait pu être utilisé par le Shichibukai pour asseoir son autorité sur le monde entier. Donc précisément ce que cherchait à faire Chebek, dominer le monde. Vous pensez encore que c'est du hasard que ce pirate particulièrement se soit rendu dans un lieu où se cache un trésor permettant justement de réaliser son plus grand rêve? Moi je pense que c'est la raison de sa présence ici. Impétueux comme il est venu dans l'espoir de trouver la clé pour dominer le monde en vain. Car de toute façon, le narrateur le dit très bien, il n'ira pas plus loin, il connaissait ses limites. Il savait pertinemment qu'Imu n'était pas de son niveau, mais malgré l'échec, il ne lâcha pas l'affaire et promit de revenir. Donc à la question « Que faisait-il ici ?», je répondrai que Chebek a eu vent du trésor national de Marie-Joise, d'une façon ou d'une autre. Doflamingo lui aussi a bien réussi à le découvrir et ça, après qu'il ait quitté Marie-Joise, Chebek en était très clairement tout autant capable. Maintenant, la deuxième question est « Comment a-t-il su ?» Non pas pour le trésor national, mais surtout pour Imu, la chambre fleurie, tout ça. J'ai strictement aucune surprise à apprendre qu'il connaissait Imu. C'était déjà ce que je disais en 2020 dans ma théorie dédiée à Chebek. Je pensais à tort qu'Imu se trouvait sur God Valley, mais je pointais aussi du doigt que les tabous bravés par Chebek pour devenir roi du monde, mentionnés par Sengoku, étaient justement la connaissance d'un vrai roi du monde, donc Imu. Il aurait découvert ou soupçonné l'existence d'Imu de plusieurs manières, en s'informant sur tous les rois ayant fondé le gouvernement mondial, chose qu'il pouvait déjà faire facilement ne serait-ce que grâce au livre possédé par Ivankov révélant les noms de ces 20 rois fondateur, Saint Imu de la famille Nerona était justement mentionné à l'intérieur. Pour la chambre fleurie, eh bien n'oubliez pas qu'il y a un mythe sur Marie-Joise révélé au chapitre 1084, qui est celui de la salle fantôme, un endroit mystérieux du palais Pangea qui doit être caché au monde entier, au risque que même les gardes qui la voient disparaissent sûrement emprisonnés ou tués. Je pense donc que Chebek a trouvé cette salle fantôme simplement en cherchant de partout sur Marie-Joise, sans mentionner le fait que, vu le haki exceptionnel qu'il a dévoilé dans ce chapitre, il pouvait avoir un sens de l'observation affûté et aurait senti l'aura de Gunko, de Imu, ou même justement l'aura de cette salle fantôme menant à la chambre fleurie. Et maintenant, la question finale, que sous-entendait Rox en disant qu'il reviendra ici même? Avant d'exposer la théorie que je préfère le plus à ce sujet, je veux noter que normalement, dans les prochains chapitres, nous verrons Chebek revenir sur Elbaf et Harald retourner sur Marie-Joise. Voilà, quand Chebek était sur Elbaf au chapitre 1145, dans le petit flashback de Loki, eh bien il était bel et bien accompagné de plusieurs membres d'équipage qui n'étaient pas les Rox que l'on a vu dans ce chapitre. Donc après avoir formé officiellement les Rox, il va sûrement revenir voir Harald. Et concernant Harald, eh bien Shanks dit l'avoir vu à Marie-Joise, or Shanks n'y est retourné qu'il y a moins de 24 ans. Sachant que Harald est mort il y a 14 ans, il y a une marge de 10 ans entre les années 1500 et 1510 où Harald est retourné sur Marie-Joise et où Shanks l'a rencontré. Voilà, je savais pas trop où caler ça depuis tout à l'heure, maintenant c'est fait, on peut passer à la suite. On revient aux paroles de Chebek. Moi je vais peut-être être trop porté par mon instinct et mon amour de la théorie, mais j'ai juste l'impression que cette scène ne sert qu'à annoncer l'arrivée de Barbe Noire. En gros, Chebek reviendra. Oui, mais pas physiquement, il reviendra à travers son fils Marshall D. Teach. Ça doit faire quoi, 8 ans que je suis sur la théorie que Barbe Noire est possédée par quelque chose, un démon, et je pense que depuis tout ce temps, aucune révélation qu'on a pu avoir sur Teach ne m'a donné le sentiment de contredire cette hypothèse.
hypothèse. Au point où l'intégration de Rox dans l'histoire m'a permis de donner un nom au démon qui posséderait Barbe Noire. Ce nom, c'est Chebek. À travers un fruit du démon ou à travers une particularité propre à une tribu ou une race à laquelle appartiendraient Chebek et Teach, ils auraient la possibilité de réincarner leur esprit dans un corps, de le posséder. À ce stade, c'est trop compliqué de faire une théorie vraiment précise, avec des termes précis. Par contre, je suis sûr d'une chose, Chebek a fait quelque chose à Teach. Il vit encore à travers lui, ce qui lui donne ce corps si spécial et étrange que révélait Marco et qui serait d'après lui la raison pourquoi il peut consommer de fruits du démon. Comme je le disais dans ma théorie d'il y a 8 ans là, si Teach peut avoir 2 fruits du démon, c'est grâce aux 2 âmes qu'il possède. Lorsqu'il a mangé le fruit des ténèbres, ce fruit a maudit l'une des 2 âmes en lui, tandis que le Gura Gura no Mi a maudit l'âme restante, empêchant cette autodestruction décrite par Jabura et Brueno si un homme venait à consommer plusieurs fruits du démon. Et s'il a pu extraire le fruit de Barbe Blanche décédé, ça par contre, c'est grâce au Yami Yami no Mi qui a le pouvoir d'attirer les fruits du démon, comme il a dit et montré à Ace en l'attirant à lui. Donc, extraire les fruits du démon est égal Yami Yami no Mi, consommer 2 fruits du démon est égal la malédiction de Chebek. Une malédiction qui sera en fait pour Rox une preuve de la réussite de son plan. Chebek est un mastermind exceptionnel en ayant réussi à s'assurer que même s'il venait à mourir, il accomplirait son rêve de domination du monde dans sa nouvelle vie et à travers son fils. Voilà pourquoi il disait à Imu qu'il reviendrait, il le fera vraiment, mais ça sera à travers le corps de Teach, réceptacle de son âme. En dernier argument, je vous dirais d'aller relire le chapitre 225, car tout juste après que Barbe Noire ait fait un grand discours sur les rêves et tout ça, Luffy et Zoro répondent à Nami que ce n'est pas un type, mais 7 types. Leur réaction est glaciale, comme rarement d'ailleurs, et ils ont totalement vu quelque chose en Teach que nous, lecteurs, ne pouvons voir à ce moment-là. Certains diront qu'il s'agissait des membres de son équipage, que Luffy et Zoro sous-entendaient qu'il était accompagné d'autres personnes, mais c'est vraiment pas le cas, je peux vous l'assurer. Luffy et Zoro sont les 2 personnages à ce moment-là les plus sensibles à l'aura des gens, au Haki. Ils ont ressenti en Teach une autre personnalité, une autre âme, celle de Chebek, mais ça, ils ne le savent pas encore. Chebek a possédé son fils pour parvenir à ses fins et pour réaliser son rêve, condamnant Teach à ne jamais pouvoir dormir, ni de rêver à son tour. Prisonnier d'un désir qui n'est peut-être pas le sien, le seul moyen pour Barbe Noire de se libérer de sa malédiction serait d'accomplir la volonté de son père. Oui, pour le coup, cette vision de Chebek et même cette théorie rendent ce personnage beaucoup plus tragique qu'il n'est dépeint dans ce chapitre. Parce que je me suis étonné à trouver Chebek particulièrement sympa en fait, là où je pensais qu'on allait avoir affaire à un fou sanguinaire. Non, au contraire, il n'a strictement rien fait qui soit vraiment répréhensible pour un personnage de One Piece, à part attaquer Loki, pas de civils blessés, juste une haine pour le gouvernement et un désir de les anéantir. Là, j'en viens désormais à me poser une question sur les origines de Chebek, mais d'où vient cette haine pour le gouvernement? Qu'est-ce qui l'a poussé à devoir vraiment faire tout ça pour les renverser? Je veux dire, tous les pirates détestent le gouvernement, absolument tous. Pourtant, aucun ne les attaque frontalement, comme le faisait Chebek. Même la Cross Guild, finalement, c'est la marine qu'il cible. Alors, les Roger et Barbe Blanche ou encore les Kaido et Big Mom, j'en parle même pas, s'ils sont pas en business avec eux, ils les ignorent purement et simplement, même quand ils ont le pouvoir de détruire le monde comme Newgate. Alors je vous repose la question, mais d'où vient cette haine de Chebek vis-à-vis du gouvernement? Pourquoi? Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Oda met volontairement et de plus en plus à chacun de ses arcs le gouvernement au centre de l'histoire, n'est-ce pas? Ça a commencé fin Wano avec l'introduction de Nika et la peur profonde du Gorosei de ce Zoan mythique, pour amplifier de chapitre en chapitre avec la disparition de Lulusia, la révélation des démons d'Imu avec la mort de Cobra, jusqu'à l'apparition du Gorosei face à nos protagonistes sur Egghead, sans oublier bien sûr flashback de Kuma intimement relié au gouvernement et l'introduction des chevaliers divins. Là actuellement nous sommes sur Elbaf et c'est encore pire, c'est carrément Imu qui débarque, et même quand on part dans le flashback d'Harald, on arrive à retomber sur la problématique du gouvernement mondial. Bon, il faut pas être devin pour comprendre que Chebek a été gardé pour ce moment précis, quand le gouvernement allait être au centre de l'histoire, et donc Koda allait pouvoir développer l'histoire du capitaine des Rocks comme il se doit. En fait, Chebek aurait subi le gouvernement dès son enfance, expliquant sa dévotion à le détruire. Les scénarios sont giga nombreux. Je pense qu'il fut esclave très jeune et qu'il s'est forgé dans la haine, qu'il est comme Bonnie, l'enfant d'une relation entre un dragon céleste et une esclave, ou bien même encore que c'est un rescapé d'une chasse à l'autochtone organisée sur sa propre île et que justement pour s'en réchapper, il a dû tuer pour la première fois, et c'était un dragon céleste. Lui qui croyait peut-être en Nika comme toutes les victimes du gouvernement, a cependant cessé d'espérer son apparition et a succombé aux ténèbres. Cette haine, il a depuis à peu près toujours, devenant au fil du temps une véritable terreur pour le gouvernement qu'il ne cessera de cibler tout au long de sa vie pour les renverser et contrôler le monde à sa place. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte que parmi tous les membres de l'équipage des Rocks, dont on connaît un minimum l'histoire actuellement, donc Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, eh bien ils ont eux aussi et systématiquement une enfance brisée par le gouvernement mondial. Big Mom a été manipulée par Carmel qui voulait faire d'elle une amirale de la marine et qui travaillait directement avec le Cypher Pole. Kaido se trouvait déjà à combattre à 10 ans pour un pays systématiquement en guerre,
guerre à cause du besoin de payer le tribut céleste au gouvernement, sans quoi il risquait de plus être reconnu en tant qu'humain. Et Barbe Blanche a vécu plus ou moins la même chose car enfant il devait protéger son pays qui ne pouvait justement pas payer les tributs célestes de par sa pauvreté et qui était en proie aux pirates et kidnappeurs. Donc sur les 3 seuls personnages dont on connaît le passé parmi les Rox, tous ont subi l'influence du gouvernement mondial. J'imagine que vous comprenez un peu mieux maintenant. Comprenez-vous désormais pourquoi ces gens-là qui, à ce qu'il paraît, détestaient Chebek, ne se considéraient même pas comme membre d'équipage et ne voyaient pas en lui un vrai capitaine, prenaient quand même la peine de le suivre pendant toutes ces années, plus de 10 ans même. Au final, ils l'ont suivi car ils le voulaient. Ils suivaient Chebek car ils nourrissaient l'espoir qu'un jour, ils accomplissent son rêve de devenir roi du monde en détruisant le monde créé par le gouvernement mondial. Et vous savez quoi, je pense même qu'ils ont pleuré la disparition de Chebek. S'ils le détestaient véritablement, chacun d'eux avait la puissance pour créer son propre équipage pirate et faire sa propre fortune. Preuve en est avec les empereurs qui ont parfaitement réussi ce pari. Je sais pas encore et je m'avancerai peut-être pas trop, mais à la fin de ce flashback, je serais même pas étonné que Chebek soit beaucoup moins démoniaque qu'on le pensait. Du coup, vous avez sûrement compris une chose importante, mais Chebek n'était ni plus ni moins qu'un précurseur d'un mouvement révolutionnaire, un mouvement qui sera développé des années plus tard par un autre dit, un certain Dragon. Dragon n'aurait été ni plus ni moins qu'influencé par le désir de Chebek d'anéantir la monarchie des dragons célestes, il était son exemple et le dernier à perpétuer cette sorte de volonté qui animait le capitaine des Rox. La différence étant que Dragon ne voudra contrôler le monde, mais il luttera toujours pour que les dragons célestes n'aient plus l'emprise sur l'humanité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais toutes ces dernières parties avec Teach, Chebek, ses origines et tout ça, ça m'a déjà pas mal fendu le cœur avant même d'en avoir la confirmation. C'est que des théories, mais ça m'a touché. Bon, vous vous en doutez, on arrive sur la fin de cette énorme review, mais quand même, avant cela, je vais répondre très rapidement à quelques petites questions que vous m'avez posées sur Twitter dans ce nouveau courrier de Goji. Tu penses que David Jones, c'est le descendant de la mère de Barbe Noire et que ce qui expliquerait les fruits de Teach soit qu'il ait plusieurs cœurs comme un poulpe, ce qui serait appuyé par son Jolly Roger à 3 crânes et 8 pattes. Alors, c'est une théorie qui est très cool, vraiment, mais qui a quand même le défaut, et ça il faut le noter, de se baser essentiellement sur David Jones de Pirates des Caraïbes, parce que ce n'est que dans Pirates des Caraïbes que David Jones est un poulpe avec plusieurs cœurs et tout. Donc sinon, celui des mythes de notre monde n'est qu'un être maudit. Voilà. Donc est-ce qu'Oda va se baser à 100% sur le scénario d'une œuvre pour un personnage aussi important que Barbe Noire, qui par ailleurs a été introduit 4 ans avant la première apparition officielle de David Jones dans Pirates des Caraïbes? Je sais pas du tout, les bros, j'arrive pas trop à me positionner là-dessus, mais en tout cas, oui, j'aime bien l'idée. Hein. Alors là, il y a 2 questions. Yogoji, est-ce que tu penses que Brook pourrait apparaître dans ce flashback? Et penses-tu que le flashback continue au prochain chapitre jusqu'à God Valley, potentiellement, ou alors on s'arrête là? Donc je dois avouer que la fin du chapitre m'a donné un goût que, comme les Rox a créé son équipage, maintenant, pour le reste, il faudra attendre. Tu vois, genre, fini. On en a eu assez. Mais comme je l'ai dit, il est censé revenir sur Elbaf, donc on le reverra sûrement. Mais de là aller jusqu'à God Valley, je sais pas, il y a un monde où ça peut passer, j'espère, sans découvrir bien sûr ce qui s'est passé sur cette île. On le découvrira peut-être à travers Garp, principal intéressé. Après, concernant Brook, eh ben, ça risque d'être un petit peu plus chaud, puisqu'il y a 52 ans, il s'est retrouvé piégé dans le triangle de Florian. Donc sauf si on continue encore un moment avec Chebek et qu'il navigue dans le triangle de Florian, il y a très peu de chances qu'on le croise malheureusement. Par contre, Roger, c'est une possibilité, puisque Chebek était son premier et plus grand rival, et qu'ils se sont déjà affrontés avant God Valley, à en juger les paroles de Roger au chapitre 1096. Mais là, j'avoue que j'aimerais vraiment bien en voir plus, sauf que bah, ça reste quand même le flashback d'Harald, et je trouve qu'on a déjà très bien mangé avec tout le Chebek qu'on a eu jusqu'à présent. Bon, question très simple. Penses-tu que Rox est encore vivant? Comme ça. Frérot, je dirais non. Mais tant qu'on l'a pas vu mourir, je peux rien confirmer à 100% non plus. Le problème, c'est que je vois pas comment Oda pourrait réintégrer Chebek là maintenant. À quoi ça servirait? Ça ferait déjà trop d'ennemis avec trop d'importance. Déjà qu'on galère à imaginer, eh bien, qui entre Imu et Teach sera l'ennemi final. Là, tu rajoutes Chebek, laisse tomber, c'est une galère sans nom. S'il est encore en vie, une totale possibilité jusqu'à présent, je trouve qu'il aurait du mal à trouver sa place dans les combats finaux, hein, sauf s'il combat pas et qu'il est juste là pour faire quelque chose. Donc ouais, je vais pas prendre beaucoup de risques, hein. Je ne peux ni affirmer sa mort ni sa survie, tout simplement parce qu'on n'a rien vu de son combat à God Valley. Alors peut-être que ça sera réglé dans les prochains chapitres et qu'Oda nous retirera ce doute, ou alors ne fera que l'appuyer, mais pour l'instant je trouve ça effectivement difficile d'être très catégorique sur le sujet. Alors c'était vraiment un petit courrier de Goji, mais j'ai déjà répondu à tellement d'interrogations tout au long de la review que j'avais quasiment pas besoin de faire plus en fait. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les bros, encore un chapitre de fou, encore un taf d'une incroyable intensité depuis des jours pour vous fournir le contenu le plus complet et clean possible. Alors ouais, j'espère vraiment que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Oubliez pas de petits likes, tout ça, bref. On se retrouve normalement en live ce soir sur Twitch pour parler du chapitre. Venez me rejoindre, on va passer un super bon moment. Et venez me rejoindre, on va passer un super bon moment. Et on va débattre sur tout ce qui s'est passé sur Marie-Joise et tout, ça va
va être vraiment top. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.